Poncarasac. Bonjour Diane. Et bonjour Monsieur Poncarasac. Bonjour Vincent. Vous êtes arrivé avec une heure de retard, Oui, c'est ça? ouais. Grâce à nos bons petits trains de la République qui ne fonctionnent plus. Exact. Ça va avec le reste? Alors, dans cet entretien, nous allons surtout parler des événements, des derniers événements du mois de novembre. Oui. Alors, selon Alain Bauer, le véritable commanditaire des attentats de Paris se nomme Al-Adnani, émir de l'État islamique. Qui serait le cerveau des attentats selon vous et quelle est votre vision sur les attentats du 13 novembre? La France lutte-t-elle réellement contre l'État islamique? Bon, alors, j'avoue que cette hypothèse ou affirmation de Bauer me surprend un petit peu, parce que tout ce que l'on sait du commandement de l'État islamique, c'est al-Baghdadi, qui, d'après Edgar Snowden, est un agent du Mossad. Alors pourquoi est-ce que Bauer sort ça? Je ne vois pas où il est allé chercher ça, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Alors, il faudrait aussi se pencher un petit peu sur le cas Bauer. Il a été le grand maître du Grand Orient de France, grand ami de Nicolas Sarkozy et de Valls. Et donc on retrouve toujours les mêmes qui cherchent à influencer par leurs commentaires l'opinion publique. C'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif sur ce qu'il affirme. Al-Adnani, je ne sais pas où il est allé trouver ça. Et pourquoi nous sortir ça? Pourquoi pour innocenter al-Baghdadi que l'on commence à connaître comme étant un agent israélien? C'est curieux. Alors je croyais, oui, il y avait une autre partie Oui, la France lutte-t-elle réellement contre l'État islamique? C'est la question qu'on peut se poser, d'ailleurs ça va être le sujet de ma conférence de cet après-midi. C'est que quand on voit comment les choses se déroulent déjà depuis au moins l'époque de Sarkozy, on a l'impression qu'à chaque époque, quand le pouvoir est en difficulté, curieusement, il y a des attentats qui servent à quoi? Mais qui servent au pouvoir à avoir un argument pour supprimer un certain nombre de libertés sous prétexte de nous protéger. Alors, je regrette beaucoup, mais depuis le temps qu'ils nous protègent, on ne se sent pas tellement protégé, c'est de pire en pire. Alors, on prend ça comme on veut, mais c'est tout de même très curieux. Alors, ou bien ce sont des incapables, ou bien c'est voulu. Quelles sont selon vous les parts de responsabilité et les différents acteurs coupables directement ou indirectement de ce drame? Et quelles sont les parts de responsabilité du gouvernement aussi? Ça rejoint un petit peu la réponse que je viens de faire à Diane. Et bon, évidemment, on est relativement dans le domaine des suppositions. Je vais essayer d'y répondre par une question. L'un des attentats a été commis contre le Bataclan. Que se produisait-il ce soir-là au Bataclan? Il y avait un concert avec le Black Eagle Metal ou je ne sais pas quoi, un truc dans ce goût-là, satanique. Alors, ce qui est curieux, qu'on nous dise que le Bataclan a été attaqué parce que c'était un spectacle sataniste qui ne déplaisait formellement aux islamistes, oui, on pourrait l'admettre. Mais alors, comment se fait-il que quand les terroristes débarquent, ils n'ont pas tiré contre cette bande de musiciens? Ils ont tiré en plein dans le tas de la foule. Alors, c'est tout de même curieux. Là encore, comme avec tous les attentats qu'il y a eu depuis au moins l'affaire Mera, on a l'impression que c'est du faux semblant. Ce que les Américains appellent false flag, c'est-à-dire un attentat commis sous une fausse bannière. Pour influencer l'opinion publique dans un certain sens, et puis ce que je me répète encore une fois, pour avoir un argument, pour serrer la vis sur le plan de nos libertés, mais je constate que, je sais pas, j'entendais encore hier à la télévision, on nous disait que des terroristes ou des relations ou des amis des terroristes avaient passé la frontière. Alors, réfléchissons un peu. Si on sait qu'ils ont passé la frontière, mais comment se fait-il qu'on ne les ait pas arrêtés?
Ça veut dire quoi ça? C'est pas normal. On a l'impression vraiment, je répète le terme que j'avais utilisé au moment des attentats de janvier, contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Cacher, c'est une entreprise d'enfumage. Donc les derniers attentats parisiens vont-ils servir à modifier le regard des Français vis-à-vis des migrants qui soi-disant fuient Daesh? Bon, alors il n'y a pas que les migrants. Bon, alors pour répondre au début de votre question, est-ce que ça va modifier leur... tout va dépendre de leur information. Or, tout est fait justement pour leur donner une certaine perception des choses qui apparemment ne correspondent pas à la vérité. Alors, tout est là, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Je pense que plus on ira, plus on se rendra compte, comme avec les attentats, le truc de Mera, l'affaire Mera, comme avec Charlie Hebdo et l'autre, qu'on nous a monté un bobard et que quand on regarde les faits froidement, il y a des choses qui ne collent pas. Regardez le commun dénominateur entre l'affaire Charlie Hebdo et les derniers attentats à Paris. Charlie Hebdo, on nous a dit, le ministère de l'Intérieur nous a dit que l'on avait retrouvé la trace des tueurs grâce à une carte d'identité abandonnée sur le siège avant de la voiture des tueurs. Ah bon, d'accord. Mais alors comment se fait-il, quand on regarde comment ça s'est passé, la froide détermination de ces tueurs, sortant calmement de l'immeuble où se trouvait Charlie Hebdo, calmement, comme s'ils n'étaient pas en danger, qu'il n'y avait rien qui pressait, et qu'ils vont, comme des débutants, oublier une carte d'identité. Or, dans l'affaire qui nous occupe de ces derniers attentats à Paris, ah, comme c'est curieux, on a aussi retrouvé 1 ou 2 passeports, parce que ça dépend de la version. Et puis on a aussi trouvé un portable. C'est curieux quand même. Alors, je sais pas, vraiment, je doute de l'intelligence de ceux qui nous informent, parce que c'est tellement gros, je comprends pas. Quelles sont les conséquences de ces attentats pour notre pays et à qui, d'après vous, ont profité les attentats? Bon, alors les conséquences pour nous, c'est très simple, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est réduire de plus en plus nos libertés sous prétexte de nous protéger. C'est exactement ce que les Américains ont fait après le 11 septembre 2001, avec le Patriot Act, qui a été confié à l'amiral John Poindexter, qui était un bon petit franc-maçon, nommé par George W. Bush et son clan néoconservateur du Pentagone. Alors ça sert à quoi ça? Mais ça sert à surveiller les citoyens du pays, pas nécessairement les terroristes. Parce qu'avec le Patriot Act, comme avec ce que Valls est en train de nous concocter avec Castel, ce sont les Français, eux, qui sont surveillés. Alors, il faudrait tout de même attirer l'attention sur un fait. Et à qui cela profite-t-il? Ça profite au gouvernement, au pouvoir. Que se passait-il avant ces attentats? Des manifestations de toutes les catégories sociales en France, y compris des forces de l'ordre. Ça commence à devenir chaud pour le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait quelques petits attentats. Et qui demain va oser manifester contre le pouvoir alors que c'est le grand drame national qu'il faut faire l'union nationale? Voilà à quoi cela a profité. Alors, je crois que vous m'avez parlé aussi des migrants, etc., etc. Mais il n'y a pas que les migrants. Il ne faut pas oublier toute cette immigration qui continue à rentrer en France venant d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, qui est un véritable vivier de terroristes, puisque les têtes qu'on nous montre, ils viennent pas de la France profonde, je regrette beaucoup, ils viennent d'Afrique. Alors quand on prétend combattre un phénomène terroriste avec un certain type de population, eh bien on arrête l'entrée de nouveaux éléments de ce type-là. C'est un vivier. Alors, si vous ne trouvez pas ça, et je le dis à ceux qui regarderont cette émission, si vous ne trouvez pas ça étrange, il
faudra qu'on vous donne des cours particuliers. D'ailleurs, on nous dit que 2 terroristes sont toujours en fuite. Faut-il croire à cette version des faits? C'est extraordinaire ça. Alors, ces terroristes, ben justement, je voulais en parler de cette histoire-là, j'en parlerai d'ailleurs cet après-midi. Ces terroristes, donc, ils étaient connus des services de police. Ouais, Alors, avec les fiches. quand on nous dit à chaque fois, à chaque attentat, ah, ils étaient connus par les services de police, ah, ils avaient la fiche S, etc. Et que ces gens-là ont été libres d'action, à supposer que c'est des choses soient bien passées telles qu'on nous l'a dit. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont besoin des terroristes pour faire leur petite loi liberticide. Toujours la même chose. Et j'insiste bien, on nous parle des migrants, mais c'est pour mieux nous faire oublier l'immigration venant d'Afrique du Nord et subsaharienne. Les chiffres, je les dis et je les ai dit et redit à plusieurs reprises. Le chiffre le plus connu dernièrement s'élève à 300 000 par an. Chiffre donné par l'ambassadeur de France en Algérie. Ça, on l'a publié dans la politique. Donc ça concerne juste les Algériens. Et ça concerne juste les Algériens, comme vous le faites très justement remarquer, Diane. Exactement. Alors faites le calcul. Comment voyez-vous l'engouement des Français pour l'armée et le drapeau, déjà visible dès les attentats de janvier, mais qui s'accroît depuis ceux du 13 novembre? Alors, c'est intéressant. Ça montre bien qu'il y a tout de même un réflexe patriote chez les Français qui se sentent en danger, qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais qui ont tendance à s'adresser à l'armée en principe garante de la défense nationale, et le drapeau qui est le symbole de l'union. Bon, on entend bien, le drapeau français, ça dépend ce qu'on en fait. Et c'est très curieux d'ailleurs que le pouvoir joue sur cette corde patriotique pour essayer d'avoir le grand rassemblement autour du pouvoir. Donc là aussi c'est typique, pour que le pouvoir en arrive à utiliser un symbole patriotique comme le drapeau français, alors que de décennie en décennie de ce pouvoir, qu'il soit de droite libérale ou de gauche, c'est toujours la même chose, il cherche à démolir tout ce qui est patriote, national, etc., en vue de la gouvernance mondiale. Puisque pour arriver à la gouvernance mondiale, il faut abolir les nations. Donc c'est très curieux. S'ils font appel à ce sentiment, cette fibre patriotique, c'est que vraiment le pouvoir est en très très mauvaise posture. Beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et je reviens sur les histoires de manifestations que je signalais tout à l'heure. Très bien. Pour revenir donc un peu sur l'attentat du Bataclan, l'abbé Hervé Benoît a proposé une lecture mystique des événements du vendredi 13 novembre. Les attentats ont-ils un lien avec le satanisme? Alors, c'est une question intéressante. J'ai vu sa déclaration. Il y a deux choses à voir là-dedans. Sa déclaration qui était effectivement, bon, mystique ou pas mystique, oui, on peut dire mystique si on veut, mais il faisait simplement observer une chose. Il disait, ben, regardez le public qui était au Bataclan. Un public qui était venu pour avoir un concert d'un groupe satanique. Regardez-les, il les traitait, je crois, de zombies ou de morts vivants ou un truc dans ce goût-là. Et il faisait la comparaison avec les terroristes. C'est dans une certaine mesure des morts vivants, effectivement, puisqu'on sait que les terroristes sont drogués. Captagon. Le Captagon, exactement, le Captagon, qui a commencé à être fabriqué dans les laboratoires de l'OTAN, en Bulgarie. Donc, c'est l'OTAN qui fabrique la drogue, qui drogue les terroristes. Si vous ne trouvez pas ça curieux, là encore, il faudra des cours particuliers. Donc, vous voyez, tout. Le propre du mensonge, c'est que il finit toujours par éclater. Il y a de telles contradictions qui apparaissent que ça le démasque. Et voilà. Donc, voilà. Captagon, fabriqué par l'OTAN, voilà.
Or, petite anecdote et évocation historique, il n'y a rien de nouveau. Je ne sais plus à quel... c'est vraiment dans les temps assez anciens, ce qu'on appelait le vieux de la montagne. Le vieux de la montagne, c'était un espèce de chef de guerre Moyen-Orient déjà, qui faisait des razzias avec ses hommes et qui donnait du hashish à consommer à ses hommes. D'où le mot assassin qui vient de hashish. Donc vous voyez, les techniques ne changent pas. L'état d'urgence prive Notre-Dame de Paris de sapin de Noël. Qu'en pensez-vous? Ah ben, grâce à ça, effectivement, décision de M. Manuel Valls et de M. Cazeneuve, la France va être protégée du terrorisme. Mais en tout cas, bon, cessons de plaisanter. Il est évident que, là encore, au travers de l'état d'urgence, le pouvoir nous impose des lois, des directives, des décisions qui sont faites pour aplatir les catholiques. Qu'est-ce qu'un le sapin géant devant Notre-Dame pouvait faire comme, je sais pas quoi. Perturber des perturber. Non, c'est vraiment la haine judéo-maçonnique que je ne cesse de démontrer, qui montre encore une fois son mode d'action. La France a rétabli ses frontières et environ 1000 personnes ont été refoulées à la frontière du coup ces derniers jours. Serait-ce de la poudre aux yeux pour rassurer les citoyens? Ah ben, je ne vous le fais pas dire. Parce que quand on nous dit fermer les frontières, je voudrais tout de même signaler que très régulièrement, pas plus tard encore qu'hier soir, je regardais aux informations, on nous a dit « Ah oui, encore un tel et un tel en liaison avec les terroristes qui a passé les frontières. » Et je répète ce que je disais tout à l'heure, mais si on sait qu'ils ont passé la frontière, et pourquoi on ne les a pas arrêtés à ce moment-là? C'est tout de même incroyable. Donc oui, mais ils prennent franchement les Français pour les derniers des crétins. Et je suis poli encore, pour dire un autre mot. Bien, maintenant venons-en aux prochaines élections régionales. Que pensez-vous de l'attitude Fleur Pellerin qui tentait au début du mois de novembre de mobiliser les artistes contre le Front National? Oh ben c'est un détail ça. Par rapport à toute la campagne contre le Front National, c'est un détail. Petite Fleur Pellerin, oui. Regardez la campagne inouïe de Manuel Valls, Premier ministre. Alors, il est Premier ministre ou il est chef de parti? Il faudrait savoir quand même. Il n'est pas dans son rôle, je regrette beaucoup. Donc la campagne incessante de haine, c'est un hystérique cet homme. Contre le Front National, on peut en penser ce qu'on veut du Front National, mais si ces gens-là ont une haine et une trouille, une peur à ce point du Front National, c'est que eux savent que le Front National est dangereux pour eux. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Et alors, quand on voit que le pouvoir réussit à faire appel au patronat, avec un certain Pierre Gattaz, patron des patrons, on se dit, mais vraiment, c'est un joli petit monde tout ça. De la gauche marxiste au patronat conservateur. Ben, c'est pas étonnant. Il faut tout de même se rappeler que le début de l'immigration a commencé, conséquence de la politique de Gaulle, bien entendu. Ça a commencé avec Giscard et Chirac, hein, sous la pression du patronat qui croyait avoir une main-d'œuvre bon marché pour faire marcher leurs usines qu'ils ne voulaient pas moderniser. Ils pensaient que ça leur coûterait moins cher. Ça leur a coûté tellement moins cher, en tout cas c'est aux Français que ça coûtait cher, c'est qu'ils ont pris un retard technologique invraisemblable, et que l'immigration qui était au début peut-être bon marché par rapport à la main-d'œuvre française, grâce aux syndicats marxistes, ils ont vite compris qu'il fallait augmenter les prix. Sinon, ils auraient des grèves. Donc voilà. Donc voilà à quoi sert le patronat. Le patronat, une fois de plus, montre qu'il est l'allié de tous ces circuits mafieux, marxistes. Je ne sais pas quel est le moyen d'action du pouvoir sur ce monsieur Pierre Gattaz, mais en tout cas, encore un qui est allé apporter sa petite pierre contre le Front National.
Il a même déclaré que le programme du FN n'est pas économiquement responsable. Oui, c'est ça, parce que leur programme a été tellement réussi jusqu'à présent que la France, vraiment, est en pleine croissance. Le chômage n'existe pas, il a disparu, bien sûr. Les Français, grâce au patronat et au gouvernement, ça marche tellement bien que les Français ont vu leurs impôts diminuer, n'est-ce pas? Tout à fait. De qui se moque? Nous avons aussi la Voix du Nord qui a... Ah oui, la Voix du Qui Nord. s'est- La Voix du Nord qui a été payée. positionnée. Qui a été payée. Qui a été payée pour ça. C'est ce qu'on appelle l'information. Question suivante, les attentats de Paris auront-ils un impact sur les prochaines élections régionales? Difficile à dire. Ben, là encore, ben, je vais vous donner la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, je crois, à Vincent. Tout va dépendre de la perception des Français des bobards qu'on leur livre. S'ils comprennent qu'ils sont manipulés, ça va profiter au Front National. S'ils ne comprennent pas et que le bon vieux réflexe républicain qu'on leur met dans les veines depuis la tendre enfance à l'école, à l'université et compagnie, eh bien ils vont avoir peur de voter Front National puisqu'on leur dit que le programme économique du Front National c'est la catastrophe. Mais comment vivait la France avant l'Europe? Est-ce que l'économie de la France ne marchait pas mieux qu'aujourd'hui dans l'Europe? Mais c'est incroyable que les gens ne se fassent pas cette réflexion de simple bon sens. Mais comment est-ce qu'on a vécu pendant des siècles sans avoir l'Europe? Les Français ont la mémoire courte. Ah, comme disait le maréchal Pétain. Et oui. Et puis surtout, ils n'aiment pas les choses qui les obligeraient à bouger, à réagir. On connaît votre position sur le Front National. Vous prenez l'entrisme en son sein pour progressivement modifier la composition et par là même certaines orientations. Mais faut-il voter pour lui? Tout à fait. Tout à fait. Plus je vais, plus je me rends compte. D'abord, on n'a pas d'autre solution. Ce ne sont pas certains groupes ou petits partis dont on parle actuellement qui changeront quelque chose. L'intérêt pour nous, nationalistes, c'est une structure bien rodée, quand même, bien rodée, techniquement, qui a un point incontestablement en politique aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui nous déplaisent, formellement, c'est certain, dans certaines de ces positions et certains de ces cadres. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On a une force qui peut nous aider à nous débarrasser du système et de l'Europe. Est-ce qu'on va se draper dans une dignité de vierge effarouchée, parce qu'il y a ceci ou cela qui nous déplaît, ou est-ce qu'on va avoir le réflexe de se dire c'est un élément qui peut nous servir d'explosif pour faire sauter ce que l'on veut faire disparaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ce sera à nous, si on a réussi réellement à avoir un poids à l'intérieur du Front National, ne serait-ce que par les élections internes, c'est ça que je vise, moi, quand je donne cette consigne d'entrisme. Avec l'entrisme, si vous prenez des places et que vous êtes en mesure de voter aux élections internes, vous avez la possibilité de blackbouler un certain nombre d'individus cadres du Front National qui nous déplaisent. Et c'est pas en se lamentant, en restant dans ses pantoufles, qu'on va changer les choses. C'est en rentrant, en agissant de l'intérieur. Ce qui n'empêche pas d'autres adhésions. Vous voyez à quoi je fais allusion. Pour le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, l'extrême droite favorise la propagande de l'État islamique. La presse semble accréditer cette confusion entre terrorisme et extrême droite. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, il faut savoir qui est cet individu. C'est un des individus les plus venimeux que j'ai eu l'occasion de connaître par ses déclarations. Je n'ai pas de preuve absolue qu'il fasse partie de la loge, mais en tout cas, s'il n'en est pas, il en a avalé absolument toutes les directives. Et là encore, ça démontre, comme avec Valls, comme avec tous les autres, la peur, la trouille qu'ils ont du Front National. C'est tout de même intéressant pour nous, comme élément d'appréciation.
Si ces gens ont à ce point peur du Front National, c'est que le Front National, à nous, nationalistes, peut nous servir, je répète encore ma formule, comme explosif. Comment analysez-vous le départ d'Éric Chauprade du Front National? Bon, c'est pas surprenant. Ce qui était peut-être surprenant, c'est qu'il y soit rentré. C'est un très curieux personnage, ce Chauprade. Et on a signalé dans la politique, il y a déjà plusieurs numéros, qu'il était rentré il y a environ 2 ans, je crois, en maçonnerie, la Grande Loge de France. Alors, il a tout de même de curieuses relations. Et notamment, ce que l'on a appris de ses contacts avec ceux qui sont mêlés à l'affaire d'Air Cocaïne. Air Cocaïne, et dans lequel, étrangement, on retrouve un certain Nicolas Sarkozy aussi, qui utilisait les services de cette compagnie. Il y a tout un jeu. Quel est le mélange d'action politique et d'action mafieuse, de trafic de drogue? Et j'espère que l'enquête sur cette Air Cocaïne jettera quelques lumières. Donc voilà, on trouve Chauprade mêlé à ça, et je dois reconnaître que très justement, très normalement, il a été mis à la porte du Front National. C'est un bon point pour la direction du Front National. On ne peut pas garder des individus comme ça, francs-maçons d'une part. Vous me direz, oui, mais il y a aussi Maître Collard. Et oui, attendons la suite. Voilà un qu'il faudrait blackbouler. Qu'on ne peut le blackbouler que de l'intérieur. C'est QED, ce qu'il fallait démontrer. Tout à fait. Donc à part le Front National, on parle aussi dans nos milieux de l'UPR de François Asselineau et du Pont-Aignan, du Parti de la France de Karl Lang, de Jacques Bompard. Pensez-vous que l'un de ces partis pourrait être une alternative au Front National, et que pensez du Parti nationaliste français qui vient d'être créé? Bon, ça a été une question d'actualité d'une part, qui va demander quelques développements. Asselineau. Bon, Asselineau est connu pour ses positions anti-Europe, dénonçant l'action des États-Unis. Bon, c'est bien. C'est bien. Le problème, c'est que quand je vois ce genre de critique et que je constate que les références intellectuelles et politiques de ce genre de personnes, comme M. Asselineau, c'est quoi? Les grands ancêtres de la Révolution, Clémenceau, De Gaulle. Je me dis, mais ça ne va pas. Il n'a pas compris que ce qu'il dénonce à travers l'Europe, l'action des Américains, et c'est l'aboutissement de toute cette chaîne d'hommes politiques qui nous ont amené cette mafia judéo-maçonnique au pouvoir de génération en génération. Donc, alors, on peut se dire, oui, bon, ça fait une voix de plus pour dénoncer l'Europe et les Américains, oui, mais étant donné qu'il a encore des écailles sur les yeux et qu'il n'a pas compris justement que tout cela n'est que la séquence et la conséquence de la politique initiée avec 1789 à travers de tous ces hommes politiques qu'il vénère, ça colle pas. Il ne peut pas être une référence et il ne peut pas être un drapeau pour notre combat. Parti de la France, Karl Lang, je l'ai pas mal connu quand j'étais responsable du Front National en Belgique et membre du comité central. Pas mal connu. Ça a toujours été un apparatchik. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est lui qui était chargé de mettre à la porte ceux qui ne marchaient pas droit, notamment les nationalistes dont j'étais, bien entendu. Et dans mon problème avec Bruno Maigret, il a tout à fait soutenu Bruno Maigret. Bon, donc, indépendamment de ce problème-là, ce garçon n'a aucune idée politique en tête. Il ne fait que du copier-coller du Front National, mais sous son nom. Donc c'est la petite musique nationale, patriotarde, etc. Je veux bien. Mais quand je vois, je l'ai relevé d'ailleurs à l'époque dans Rivarol, une déclaration de lui, tapant sur les nationalistes, je
vraiment rien compris. Alors ces gens-là, bon, ils végètent, et je dois faire remarquer que la plupart des hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, y compris la droite nationale, pour la plupart, ce sont des ratés de leur profession, qui ont trouvé dans la politique un moyen de gagner leur vie. Ça va leur plaire ce que je dis, eh bien, encaissez messieurs et tâchez de faire mieux. Donc, Karl Lang, bon, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bompard, Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, lui aussi, bon, il dit des choses qui sont pas mal. Quelles sont ses références, encore une fois? Il est gaulliste, 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 gaulliste. Il n'a pas encore compris que ce que nous vivons n'est que la conséquence de la décolonisation de De Gaulle, du fait que De Gaulle a réhabilité la maçonnerie avec le décret Crémieux. Ah, comment voulez-vous qu'on puisse tabler sur des gens comme ça qui n'ont toujours pas compris que ce que nous vivons n'est que la conséquence de ces fautes ou de ces crimes? Voilà. Alors qui, Bompard, il est bien gentil. Bon, je veux bien admettre que c'est un bon maire. Enfin, Bompard est sioniste. Donc, grand copain de Bernard Antony. Alors vous me direz, oui, mais au Front National, ils sont sionistes aussi. Oui, d'accord. Et la différence, c'est que Bompard apparemment ne fait pas peur au pouvoir, alors que le Front National fait peur au pouvoir. Alors, pourquoi? Ça, j'aimerais bien être dans les secrets de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, etc., ou dans les alcôves de M. Valls et de sa musicienne violoniste, pour savoir pourquoi ils ont été le truc du Front National. Et donc, au sujet du Parti nationaliste français. Alors, Parti nationaliste français, ben, incontestablement, c'est une bonne chose. Il a relevé, André Gandillon a relevé ce parti qui avait vivoté, dont on n'entendait plus parler. Le problème, c'est que il y a toujours dans le cercle un certain Ivan Benedetti, qui est le grand responsable, par son agitation frénétique et provocatrice, de l'interdiction de l'œuvre française, qui était la suite de Jeune Nation. Alors, il est évident, bon, je sais très bien, puisque je connais très bien André Gandillon, nous sommes très amis, on se voit régulièrement. Il est certain que tant que Benedetti reste plus ou moins dans le circuit, on peut se demander si, tôt ou tard, il ne faut pas remettre la main sur le Parti nationaliste français. Donc, à la fois, j'applaudis la recréation du Parti nationaliste français, aucune hostilité envers, bien au contraire, mais je dis attention quand même à l'action de ce garçon imprévisible qu'est Benedetti, qui risque un jour, s'il apparaît trop dans le milieu du Parti nationaliste, comme ce parti étant une reconstitution de parti dissous. Ça, c'est le danger, et j'en ai parlé avec André Gandillon pas plus tard qu'hier, on a déjeuné ensemble. C'est un danger. Donc il faut être bien conscient de ce danger-là pour éviter, mais tout ce que je souhaite, c'est que ce parti se développe. Ce qui n'est pas incompatible, d'ailleurs, je me répète, avec un soutien ponctuel envers le Front National, pour la raison. Le Parti nationaliste n'a pas de force électorale pour le moment. Je ne sais même pas s'ils voudront en avoir. Ce que je souhaite, c'est que ce soit un parti de formation doctrinale, donc ça rejoint ce que je fais, mais tous les moyens doivent être utilisés, y compris la voie électorale. Et c'est pour ça que le Front National peut nous être utile. Alors, nous allons passer maintenant à l'actualité internationale. Les autorités russes ont publié une liste d'une centaine d'ONG présentes en Russie, qualifiées d'agents de l'étranger. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bon, mais c'est tout de même une chose relativement connue, c'est que les ONG qui ont une construction américaine
sont en fait des éléments de propagande et de déstabilisation dans les pays que les États-Unis veulent déstabiliser. Et parmi les acteurs principaux de ce genre d'ONG, il y a un certain multimillionnaire juif George Soros, d'origine hongroise, et je crois qu'il a 3 nationalités, hongroise, américaine et israélienne, et qui est un des éléments majeurs de cette politique d'ONG déstabilisatrice. Ça va jusqu'à éditer des livres pour la jeunesse, par exemple en Russie. Donc voilà comment des ONG s'attribuent le rôle de fabriquer des livres pour la jeunesse d'un pays où ils n'ont strictement rien à voir à faire. Et c'est pour ça qu'on voit très bien comment Vladimir Poutine agit étape par étape pour ne pas se mettre tout le monde à dos en même temps. Alors certains trouvent que mais comment c'est-il qu'ils sont encore amis avec tel et tel oligarque, etc. C'est parce qu'il fait du saucissonnage. C'est étape par étape par étape par étape. Et ça, je le comprends parfaitement parce qu'il a un lourd passif avec toute l'époque, non seulement communiste, mais l'époque de Helsinki, qui avait livré son pays au pillage des grandes banques et des grands financiers juifs russes, pour beaucoup d'ailleurs qu'il a bouclé, dont un certain Khodorkovsky, et d'autres qu'il n'a pas réussi à atteindre, qui ont réussi à partir en Israël. Donc je trouve une fois de plus que la politique de Poutine est très intéressante à observer, et on a l'impression qu'il sait très bien qui sont les amis et qui sont les adversaires, et méthodiquement, étape par étape, il écarte un tel et un tel. Mais pas tout le monde en même temps, pour ne pas avoir tout le monde en même temps sur le dos. Pourquoi la Turquie a-t-elle abattu un avion de chasse russe qui survolait son territoire? Faut-il craindre une troisième guerre mondiale ou bien est-elle déjà lancée? Elle est déjà lancée. Elle est déjà lancée, bon, ça remonte au moins à l'affaire ukrainienne. Avec la réaction de la Russie, la récupération de la Crimée. Alors, tous les médias crient au scandale, la Crimée ceci, la Crimée cela, mais je regrette beaucoup, la Crimée a toujours fait partie de la Russie. C'est simplement, je crois que c'est Gorbatchev qui avait, on se demande pourquoi, détaché la Crimée de la Russie, pour la donner à la Pologne, à l'Ukraine. Donc voilà. Donc, à mon avis, quand l'Occident sioniste, comme je dis, a vu que Poutine ne se laissait pas faire et menait une politique nationaliste au détriment des intérêts américano-sionistes, là a commencé insidieusement ce qu'on peut appeler la Troisième Guerre mondiale. Rappelez-vous cette citation que j'ai donnée d'un homme politique américain disant que la Russie avait trahi le nouvel ordre mondial. Il est évident que Poutine, par rapport à l'époque Elstine, a fait tout le contraire de ce que voulait l'Amérique sioniste. Donc, c'est l'homme à abattre, j'espère que non, bien entendu, mais c'est pour ça que, alors, revenons à l'affaire de l'avion, eh bien, c'est la provocation, une de plus. Rappelez-vous toutes les provocations qu'il y a eu dans l'histoire, que j'ai citées, par exemple, dans le complot mondialiste. Rappelez-vous l'histoire du Lusitania, coulé en vue des côtes anglaises. C'était un soi-disant paquebot pour civils, mais qui transportait des armes des États-Unis en Angleterre. Les Allemands, qui n'étaient pas totalement naïfs, ont torpillé le bateau. Mais pourquoi? Mais parce que l'escorte qui était prévue pour protéger le bateau a été supprimée sur ordre de Churchill. Pourquoi? Parce que là aussi, il avait besoin d'un prétexte pour que les États-Unis entrent en guerre. Un piège. Le piège. Pearl Harbor, ça a été quoi? Bon, je ne vais pas refaire tout le bouquin, mais à chaque fois, cette Amérique sioniste avec ses alliés fait des provocations
pour pouvoir engendrer une réaction qui va leur donner le prétexte d'engendrer des guerres ou des révolutions. C'est systématique. Alors, l'histoire de l'avion, pour y revenir, il fallait forcer les Russes à réagir contre la Turquie, qui est quoi? Qui est membre de l'OTAN. Alors, je ne sais pas si vous avez une certaine culture politique, mais si vous en avez, ça rappelle quelque chose, là encore. Quel a été le point de départ, un des points de départ de la déclaration de guerre de la Deuxième Guerre mondiale? Ça a été la déclaration de guerre par l'Angleterre et la France contre l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Angleterre et la France avaient des accords d'assistance mutuelle avec la Pologne. Et quand l'Allemagne a voulu récupérer les territoires injustement donnés à la Pologne après les traités de Versailles et du Trianon, parce qu'ils étaient majoritairement allemands, ça a été, hop, le prétexte. On attaque la Pologne, on déclare la guerre à l'Allemagne. Poutine attaque la Turquie, on va faire la guerre à la Russie. Vous voyez, mais c'est passionnant. La connaissance de l'histoire, c'est passionnant. On voit très bien comment les méthodes sont finalement toujours les mêmes. Et les mêmes sont les mêmes. L'Amérique sioniste d'un côté et ceux qui régissent de l'autre. La seule différence, c'est que Poutine est un petit peu plus subtil qu'Hitler. Comment analysez-vous la décision de la Commission européenne de faire étiqueter de manière spécifique les produits fabriqués dans les colonies juives en territoire palestinien? La décision du 17 novembre de Netanyahou d'approuver la construction de nouveaux logements de colonisation à Jérusalem-Est a-t-elle un rapport? Alors, j'avoue que quand j'ai vu cette information cette directive de la communauté européenne sur l'étiquetage, j'ai été un petit peu surpris. J'avoue que je n'ai pas d'explication véritable. C'est étrange. Est-ce que brusquement ils ont compris que cette politique israélienne de colonisation, ça allait mal tourner? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Votre question est très bonne, mais je n'ai pas d'explication. Je constate, c'est tout. C'est une bonne chose d'ailleurs pour les Palestiniens, tant mieux pour eux. Mais c'est curieux, je n'ai pas d'explication de comment se fait-il que cette Commission européenne, qui est tellement soumise aux dictats américains et américano-sionistes, ait sorti ça. C'est curieux. Aung San Suu Kyi a été élue récemment présidente de la Birmanie. Est-elle une création de l'Occident? Je ne sais pas si elle est une création de l'Occident, mais en tout cas, elle est utilisée par l'Occident, américano, etc., parce que contre la junte militaire, qui avait des positions qui leur déplaisaient formellement, et aussi quelque peu antisémites. Alors voilà. Je ne sais pas si elle est consciente du jeu qu'elle joue, auquel on l'a fait jouer. Je ne sais pas. On verra la suite. Bon, relativement, c'est un détail de l'histoire. Que pensez-vous des attaques contre les Juifs en Israël qui se déroulent depuis le mois d'octobre et qui continuent en ce moment? Bon, alors il faudrait peut-être comprendre que c'est le point de départ, ça a été la volonté israélienne d'empêcher les Palestiniens d'aller prier à la mosquée Al-Aqsa, qui est sous la coupe de la Jordanie qui joue un jeu très trouble et très douteux. Donc, encore une provocation, justement. Que disaient les Israéliens en interdisant aux Palestiniens d'aller prier à cette mosquée à Al-Aqsa? Tout simplement, à provoquer une réaction, encore une fois, comme c'est curieux. Alors, le problème, c'est que, bon, quand on joue ce petit jeu-là, on ne sait jamais sur quoi ça débouche. Alors, les deux volets de l'affaire. Incontestablement, la population israélienne commence à avoir la trouille. À peur parce que quand ils se promènent dans les rues ou dans les transports publics,
que je ne vais pas me faire poignarder, etc. Bon, ça c'est une chose. Alors on pourrait dire, bah, ils l'ont cherché, tant pis pour eux. Oui, mais là encore une fois, ce sont des innocents, relativement innocents, qui trinquent. C'est pas Netanyahou et compagnie. Mais attention à une chose aussi, c'est que sous prétexte de se défendre, je parle du point de vue israélien, sous prétexte de se défendre de ces attentats, on a l'impression que sont étiquetées des attaques contre des Israéliens, certains Palestiniens qui sont descendus froidement. Alors là aussi, à qui profite la chose? Vous voyez, si dès qu'un Palestinien porte par exemple sa main au portefeuille ou à son pantalon pour chercher je ne sais pas quoi, on lui tire dessus sous prétexte qu'il va sortir un couteau, ben, vous voyez, ben, ça fait du nettoyage. Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Alors, à prendre avec des pincettes toutes les informations qu'on nous donne à ce sujet-là. Faut-il voir les islamistes de l'État islamique comme des victimes? Ah, ma chère Anne, vous avez le chic des questions provocatrices. Eh ben, je vais vous répondre oui. Je vais vous répondre oui, au risque de surprendre un certain nombre d'auditeurs. Oui, ce sont des victimes. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est quoi? Ce sont des fanatisés. Fanatisés par quoi? Par qui? On retombe toujours dans la même chose. Qui se sert de ces gens-là? Ils sont manipulés. Qui les paye? Qui les arme? Ils sont manipulés. Et en plus de ça, ils sont drogués, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc, je voudrais que votre question est remarquable. C'est une question choc pour éveiller les gens. Dire, mais c'est vrai, en fait, ces gens-là sont eux-mêmes des victimes. Mais des victimes criminelles, malheureusement. Mais voilà. Bravo. De quelle manière considérez-vous l'attitude de la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne sur la question des migrants? 3 milliards vont être versés par l'Union européenne à la Turquie pour l'aider à accueillir des Syriens. Pourquoi une telle aide financière maintenant? Bon, Erdogan fait la pute. Je m'excuse du terme, il fait la pute. Pour parler en bon vieux français, il fait la pute. Alors c'est une arnaque de plus parce que, à mon avis, il ne va pas les garder. Il va garder l'argent, mais il ne va pas garder les immigrés. Alors, ces immigrés, encore une fois, c'est quoi? Ben, pour la plupart d'entre eux, je regrette beaucoup, ce sont des déserteurs. Ils viennent d'un pays et au lieu de se battre pour leur pays, ils prennent la poudre d'escampette. Je regrette beaucoup, ça s'appelle des déserteurs. Et alors, une chose qu'on ne peut tout de même que remarquer, c'est la proportion invraisemblable de jeunes hommes parmi ces migrants. Les familles, on n'en voit pas beaucoup. Alors, à quoi servent-ils ces gens-là? Alors, quel serait ce qu'on appelle le principe de précaution? Ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'autre immigration dont on ne nous parle plus aujourd'hui, qui est celle d'Amérique du Nord, d'Afrique du Nord et celle d'Afrique noire. Quand il y a une population qui se révèle être potentiellement porteuse d'éléments terroristes, on ferme les frontières. Je ne sais plus lequel d'entre vous parlait, je crois que c'est vous, Diane, parlait que bon, la France a fermé les frontières. Elle n'a pas fermé les frontières, c'est qu'une passoire, puisqu'on nous dit, ah oui, mais il y a un tel qui est passé à la frontière. Et je voudrais rappeler une chose aussi, c'est que le lendemain des attentats à Paris, du 13 novembre, on nous a dit que les 10 responsables avaient passé la frontière. Et je repose la question, puisqu'on nous dit qu'ils ont passé les frontières, pourquoi ne les a-t-on pas arrêtés? C'est tout de même incroyable cette histoire-là. Incroyable. Comment croyez-vous que la situation va évoluer au Moyen-Orient? Tout va dépendre si Poutine réussit à imposer sa loi ou pas. Alors il y a une chose très intéressante qui se passe, c'est qu'il y a une alliance avérée actuellement entre la Russie, la Syrie, l'Iran, l'Irak
et le Hezbollah. Et on en voit les effets par deux déclarations, notamment toutes récentes, celle de Bachar el-Assad, enfin de la Syrie, mettant en garde l'Occident que tout avion qui n'aurait pas communiqué son plan de vol et qui aurait été agréé sera abattu comme avion ennemi. Vous savez ce que ça veut dire? Le moindre avion français, ou américain, ou israélien, ou turc, qui n'est pas dans les couloirs agréé par le gouvernement syrien, et ce ne sera pas simplement les Syriens, ce sera les Russes et les autres. Deuxième déclaration très intéressante aussi. Le refus de l'Irak d'accueillir de nouvelles troupes américaines, sous prétexte de combattre le Daesh. Donc on se rend compte qu'il y a un durcissement d'un bloc qui se forme de plus en plus, avec en sous-main aussi la Chine, puisqu'il y a tout de même une flotte chinoise au large de la Syrie. Et alors, curieusement, c'est le moment où on envoie le Charles de Gaulle, porte-avions de son État, faire la guéguerre là-bas. Et que les Américains envoient aussi toute une flottille avec porte-avions. Donc on a l'impression que la tactique, sans compter les Anglais et les Allemands qui se mettent de la partie, on a l'impression que la réponse à cette position très dure autour de la Russie, de la part de la Syrie, de l'Iran, de l'Irak, etc., l'Occident essaye de paralyser l'action conjointe de la Russie et de ses alliés dans les airs. C'est-à-dire que, évidemment, s'il y a des avions et des avions et des avions dans l'air, comment ça va se passer? Imaginez un avion turc ou français, je me répète, ou anglais, etc., abattu au-dessus de la Syrie. Ah, on va nous refaire le coup casus belli que je signalais tout à l'heure de la Pologne. Aujourd'hui, la Pologne, c'est la Turquie. Quel est votre sentiment sur la COP 21? Bon, alors je suis tout à fait d'accord qu'on cesse de polluer l'atmosphère. Mais enfin, on dit que les vaches polluent. Oui, bon, elles pètent peut-être beaucoup et genre, il est évident que si on leur donne des farines animales, elles vont encore plus péter. Enfin, il faut tout de même pas rigoler. Qu'est-ce qui pollue le plus, à part les grandes industries? Et il n'y a pas que l'Inde ou la Chine, mais les industries américaines, Detroit et compagnie. Donc tout ça, c'est une mascarade. Un des axes d'action pour imposer la gouvernance mondiale encore, sous prétexte de mettre tout le monde d'accord au travers de cette gouvernance mondiale pour obliger certains à être de bons petits pions. Point à la ligne. Je pense qu'il n'en sortira rien, à part de bonnes intentions, et qu'on restera toujours avec la même chose, mais de toute façon, c'est à travers ce grand rassemblement à Paris que nous payons notre poche, bien entendu, c'est de dire, ben voilà, il faut faire la gouvernance mondiale si on veut régler les problèmes de la planète. Le problème, c'est que les problèmes de la planète, ce sont ceux qui veulent imposer la gouvernance mondiale. Eh bien, merci M. Poncardassac. Terminé? Déjà? Terminé. Ah ben j'y prenais goût. Une dernière question Ah, au sujet de votre procès avec M. Delesquin. Ah, oui. Est-ce que Monsieur Delesquin Duplessis-Cassot. Oui, bon alors je crois qu'il faut que je fasse un petit rappel de ce que c'est que cette histoire-là. Il y a plusieurs années, j'étais tombé sur un article signé de son nom dans la lettre du club de l'horloge, je crois que c'était le numéro 40, dans lequel, entre autres, il disait que la nation française était née de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. J'avais trouvé ça un petit peu fort à café, donc je l'avais publié. Et il faut croire que déjà à l'époque, ce que j'écrivais était passablement connu et diffusé, ça lui a profondément déplu.
Et un jour, ça remonte aux années 2002 à peu près, je crois, dans la politique, donc notre lettre d'information, j'avais fait une étude sur la nouvelle droite et les passerelles de la nouvelle droite. Et parmi ces passerelles, j'avais montré, au travers du Club de l'Horloge, du Grèce, donc la nouvelle droite d'Alain Benoît, des éléments qui étaient compatibles entre eux. Donc, par exemple, le Galou, qui était à la fois au Grèce et au Club de l'Horloge, Yvon Blot, etc. Et puis je parlais d'autre chose, je parlais de l'aspect sataniste aussi d'un certain nombre de ces éléments. Et dans une de mes phrases, il y avait 3 noms. Il y avait Guillaume Fay, il y avait Philippe Randa et il y avait Christian Boucher. Et à quelque temps de l'apparition de ce numéro de la politique, je reçois un papier par huissier comme quoi M. Delescun me faisait un procès parce que je l'avais traité de sataniste et je ne sais pas quoi encore. Et alors je découvrais que dans l'établissement de sa plainte, il avait utilisé ma phrase dans laquelle je citais ces 3 noms, avait enlevé les 3 noms pour faire valoir que le reste de la phrase le concernait. Alors ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle commettre un faux. Donc, ce monsieur Delescun, Duplessis, Cassot a commis un faux, c'est donc un faussaire, pour me faire condamner. Et il a réussi. À 2 reprises, j'ai été condamné par le tribunal, 17e chambre, ce qui montre bien la longueur du bras de cet individu. Donc, la chose s'est reproduite, puisque je crois que c'était l'année dernière, dans un numéro anniversaire, peut-être le mois d'avril de l'année dernière, l'un de mes collaborateurs a rappelé le comportement de Lescun, l'a traité de faussaire, et évidemment j'assume la responsabilité, et à nouveau, il m'a traîné en justice pour essayer de me faire à nouveau condamner. Je suis têtu, et je regrette beaucoup, ce monsieur est un faussaire. Et je dois dire qu'à la place de sa famille, je ne serais pas fier de porter son nom. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas le même sens de l'honneur. J'espère que M. Lescun m'entendra. Voilà pour répondre à votre question. Très bien. Merci M. Blanquer. Merci à vous deux. Très bien, vraiment, je trouve que vos questions, tous les deux, sont très pertinentes et vont là où ça fait mal. Et c'est le seul moyen de réveiller les gens, c'est de leur montrer comment ils sont manipulés. Bon, allez, merci. À la prochaine séance. Au revoir.